ont péri en mer. Face à cet afflux de migrants, l'Union européenne a demandé aux États de prendre leurs responsabilités et de partager la charge des réfugiés. Mais passé l'émotion des naufrages, les dirigeants se montrent peu enthousiastes, voire totalement réfractaires. Que faire face à ces vagues de migrants? Quelles solutions immédiates pour éviter des drames? Quelles solutions à plus long terme pour gérer ces migrations clandestines? On en débat dans Mots croisés avec Jean-Christophe Rufin, bonsoir, écrivain, académicien, diplomate, ancien ambassadeur du Sénégal et de Gambie, également prix Goncourt et auteur d'un dernier ouvrage, Checkpoint, chez Gallimard. Michel Vauzel, bonsoir, bonsoir. Président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, président des régions méditerranéennes de l'Europe, ancien garde des Sceaux. Éric Ciotti, bonsoir, député républicain et président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Marielle de Sarnez, bonsoir, députée européenne et vice-présidente du MoDem. Et puis Camille Schmoll, bonsoir, géographe, maître de conférence à l'université Paris 7 Diderot. Et puis pendant l'émission, vous verrez sur vos écrans des dessins réunis par Cartooning for Peace, une association internationale de dessinateurs de presse créée par Plantu et par Kofi Annan. Enfin, Guillaume Darey fera un point en fin d'émission sur les réactions au débat sur les réseaux sociaux. D'abord, ces images de centaines de migrants entassés dans des bateaux prêts à mourir pour atteindre nos côtes sont évidemment dans tous les esprits. Mais est-ce que cette vague de migration est vraiment exceptionnelle? Je me tourne vers vous, Camille Schmoll. Eh bien, oui et non. C'est pas du tout exceptionnel au sens où ça fait assez longtemps qu'on a des migrants qui traversent la Méditerranée et ça fait aussi assez longtemps qu'on a des morts en Méditerranée. Hein. On a compté 30 000 morts en 20 ans, pardon. Donc c'est beaucoup et c'est pas du tout une nouveauté. Hein. On pourrait faire référence par exemple à la crise des Cayucos qui a eu lieu en 2006 où on a eu 40 000 migrants qui sont arrivés au large des Canaries. Donc c'est pas du tout nouveau. Maintenant, la nouveauté, effectivement, c'est qu'on a, disons, une montée en puissance des conflits en Afrique et en Syrie, évidemment, qui font qu'on a une augmentation parmi ces migrants de la part de personnes susceptibles de demander l'asile en Europe. Donc ça, c'est plutôt une nouveauté. Et alors, qui sont ces migrants? Ces migrants, eh bien, alors en termes de nationalité, voilà, la majeure partie vient d'Érythrée, effectivement, de Syrie, d'Afghanistan aussi, d'Éthiopie, du Soudan. Il s'agit de plus en plus de familles, de femmes, d'enfants, de personnes âgées. Donc on a aussi des profils beaucoup plus divers par rapport à ce à quoi on était habitué. Alors, finalement, ce sont exclusivement des réfugiés de pays en guerre, Jean-Christophe Rufin? Non, je crois que c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il y a à la fois ces pays, les pays qu'on vient de citer, qui sont des pays en guerre, en effet, mais on a mentionné tout à l'heure les autres crises, notamment celle des pirogues qui emmenaient, qui n'est pas en Méditerranée d'ailleurs, qui est en Atlantique, mais enfin, qui emmenaient des Sénégalais vers les Canaries. Et il y a dans ces contingents de nouveaux arrivants des Sénégalais aussi. Or, il n'y a pas de guerre au Sénégal, ce qui veut dire que c'est beaucoup plus mélangé. C'est un des problèmes d'ailleurs, c'est de savoir à qui on a affaire d'une certaine façon, parce que il y a là-dedans finalement visiblement des origines très différentes. Et probablement des histoires différentes et probablement des passeurs d'ailleurs différents aussi, des réseaux différents qui sont en... Vous, Éric Ciotti, vous estimez qu'il y a plus de migrants économiques que de réfugiés? Il faut faire la différence d'ailleurs, un réfugié c'est un migrant qui fuit la violence dans un pays. C'est difficile à établir quelle est la proportion, mais il y a naturellement, et Jean-Christophe Rufin a raison de le souligner, il y a beaucoup de migrants économiques. Il y a des réfugiés en nombre plus important, et notamment avec ce qui se passe en Irak et en Syrie, mais il y a ces flux traditionnels, je dirais structurels, qui font que le continent africain, qui a vu sa population multipliée par 5 depuis la fin de la colonisation, qui verra sa population multipliée par 2 d'ici 20 ans, qui a un écart de développement, est une source aujourd'hui de migration vers le sud, vers l'Afrique du Sud ou vers le continent européen. Donc il y a cette migration économique et toute la difficulté et la solution, ou du moins une des solutions, c'est d'arriver à distinguer ce qui relève de l'asile, de la protection, de ce statut noble de réfugié qui a toujours été au cœur de notre modèle, qu'il soit républicain ou même avant, pour notre pays, et ce qui relève d'une migration économique et que nous n'avons pas
les moyens, la capacité d'accueillir, parce que nous n'avons pas la capacité d'offrir à ces migrants un toit, un logement, un travail, et qu'ils ne pourront pas s'intégrer aujourd'hui dans notre pays ou dans la plupart des pays européens. Donc toute la difficulté, elle est là, et je crois qu'il faut faire cette distinction le plus en amont possible sur le continent africain quand c'est possible, mais la difficulté est là. Quel est le profil des migrants? Est-ce que ce sont parmi les plus pauvres dans leur pays ou est-ce que c'est plutôt une élite formée qui vient chercher du travail? Justement, il y a les 3 catégories de personnes et c'est ce qui rend l'accueil que doit réserver l'Europe si elle veut préserver une image morale, elle qui donne tant de leçons de démocratie et de morale aux autres, elle doit savoir accueillir des personnes qui sont très différentes. Il y a ceux qui demandent un asile, qui sont en péril dans des pays en guerre, du côté de la Syrie bien sûr, mais aussi du côté du Yémen ou de la Somalie, et puis en Érythrée, en Éthiopie. Tous ces gens-là, évidemment, essayent de passer notamment par la Libye, même s'ils passent aussi par la Turquie, parce qu'ils savent que là, il n'y a pas d'État et qu'il y a une désorganisation et des mafias qui peuvent leur permettre de fuir la guerre, qu'ils ne supportent plus après des années de destruction. Et puis il y a ces populations également qui meurent ou de soif ou de faim, en tout cas qui sont en très mauvaise situation et qui quittent également leur territoire pour chercher un endroit où les uns cherchent la paix et la sécurité, les autres cherchent à ne pas mourir de faim. Et puis il y a parmi ces personnalités, et ces personnes, en tout cas des personnalités en effet de très haut niveau, qui ne peuvent plus exercer des professions hautement qualifiées et qui sont obligés de quitter leur pays avec l'espoir d'y revenir, bien sûr, en Syrie ou dans d'autres pays, des professions libérales, d'autres personnalités qui souhaitent revenir, mais qui sont obligées de fuir. Pourquoi passe-t-il par la mer Oui. C'est simple, il passe par la mer parce qu'il n'y a pas de voie légale d'immigration. Donc la seule voie pour demander l'asile, c'est de passer par la mer pour arriver sur le continent européen et demander l'asile une fois sur le continent européen parce qu'on ne peut pas demander l'asile autrement. Donc ça, c'est tout un des problèmes, j'espère que nous allons aborder dans cette émission, de l'organisation de tout ça. C'est une question absolument majeure. Donc au fond, un Syrien qui a abandonné son logement, qui vit dans une situation d'extrême pauvreté, 7,5 millions de Syriens sont déplacés en Syrie, 4 millions sont réfugiés juste dans les pays voisins à côté de la Syrie. Si ce Syrien il veut demander le droit d'asile dans l'Union européenne, il est obligé de passer par des trafiquants, par des passeurs, de payer 10 000 $ ou 5 000 et de risquer sa vie, celle de sa famille et celle de ses enfants. Parce qu'il n'y a pas de voie, d'autres voies pour y parvenir. Donc ça, c'est toute la question de l'asile sur laquelle on va revenir. Puis il y a toute la question, je pense que pour la clarté, il faut un peu séparer, de ce qu'on appelle la migration économique, c'est une migration qui est davantage liée, on va dire, à la pauvreté, même si on a des conflits ethniques et des guerres aussi en Afrique. Mais disons que ça, c'est une immigration du travail, de recherche de travail dans l'Union européenne, où là aussi, il n'y a pas aujourd'hui de voie légale. Et je pense que c'est tout cela qu'il faut repenser si on peut aller au fond de ces deux questions. L'instabilité de la Libye est pour beaucoup dans la recrudescence également de ces convois, de ces la guerre en passeurs. Syrie, excusez-moi, elle est d'abord, c'est le premier point, ce sont le nombre de Syriens. 4 millions de réfugiés syriens dans les pays voisins. 1 700 000 en Turquie. Il faut se représenter ce que c'est. 1 200 000 au Liban, ce tout petit pays. Une augmentation d'un quart de la population du Liban en quelques années, vous imaginez. Et si on regarde le chiffre, 130 000 en Europe. 130 000. 4 millions, 130 000. Et je vais aller plus loin, 10 000 aux États-Unis. Et donc oui, il y a peut-être une solidarité réelle à exercer. Enfin, l'émotion qu'on ressent en ce moment, elle n'a pas été très perçue, alors qu'en effet, le Liban, en dépit de sa fragilité, accueille près de 2 millions de Syriens. La Jordanie met son existence même en péril à cause de ça. Là, l'Europe n'a pas été particulièrement sensible au fait que ce sont les pays les plus pauvres qui reçoivent ces millions de réfugiés. En revanche, ce sont les dernières images qui ont fini par soulever l'indignation morale, et heureusement, des Européens ou de certains Européens, et qui a fait qu'aujourd'hui on en parle et que l'Union européenne en parle. Sur le point de départ de la Libye, pays instable, on a une responsabilité? Moi, je pense quand même qu'il faut revenir à ça. C'est-à-dire que le verrou
le verrou libyen a sauté. Et c'est nous qui l'avons fait sauter. C'est-à-dire que quand on regarde les années précédentes, enfin avant l'intervention en Libye, il y avait de très graves problèmes aussi en Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient. Il n'y avait pas autant de gens qui passaient par cette côte. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a le fait que l'État libyen, qui, quoi qu'on en dise, existait quand même. Il n'était pas sympathique. Kadhafi n'était pas un homme fréquentable. Mais enfin, on l'a mis à la porte sans avoir aucune notion de ce qu'on ferait après. Donc on a laissé un vide absolument total, un chaos absolument total. Et aujourd'hui, il se passe que la Libye, la nature ayant horreur du vide, est investie en particulier par les mouvements radicaux qui viennent de Syrie et d'Irak, Daesh et autres, et qui trouvent là un moyen de se créer une base arrière moins dangereuse, parce qu'en Syrie et en Irak, ils sont bombardés et ils sont quand même sur la défensive. Et les passeurs, c'est un domaine dans lequel ils ont investi, c'est-à-dire qu'ils ont organisé tout ça. C'est un des problèmes aussi, c'est parce que vous ne savez pas qui passe, et ça n'est pas, j'allais dire, suffisant de dire qu'on est syrien. Bien sûr, a priori, on est victime, mais on peut être aussi de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça la grande dangerosité. Et moi, je pense qu'il faut s'interroger sur notre responsabilité dans cette affaire libyenne. Je pense qu'on a fait une énorme erreur, et une erreur historique. Eric Ciotti, c'est Nicolas Sarkozy qui a lancé cette attaque qui a fait tomber... On entend ce procès, je crois qu'il était légitime. Ne confondons pas aujourd'hui un mouvement structurel de migration. Vous parliez tout à l'heure des flux qu'on rencontrait dans l'Atlantique. C'était pas la Libye, donc vous l'évoquiez également vous-même. Donc ce sont des phénomènes anciens. Mais sur le rôle de bouchon. Sur le rôle de la Libye, bien sûr qu'aujourd'hui, la désorganisation de la structure, l'absence de structure étatique en Libye, ce conflit entre le gouvernement de Tripoli, qui est un gouvernement rebelle, celui qui est reconnu, pose une difficulté. Non, mais sur cet argument non, mais Jean-Christophe Rufin disait on ne renverse pas un dictateur tant qu'on n'a pas de solution de remplacement. En gros. La France est intervenue pas seule, sous mandat des Nations Unies. Elle est intervenue avec la Grande-Bretagne au moment où Kadhafi promettait quand même à Benghazi des rivières de sang. Est-ce qu'il fallait rester inerte? Aujourd'hui, il y a une émotion légitime sur ce qui se passe au Proche-Orient. Il faut intervenir. Il y avait à l'époque la même nécessité. Là où on a failli, je dirais que c'est peut-être après, c'est sûrement après. Et à ma connaissance, Nicolas Sarkozy n'était plus président à l'été 2012, lorsqu'il y avait les élections démocratiques qui avaient lieu en Libye. Donc aujourd'hui, ce procès, assurer le service après-vente de l'intervention de Nicolas Sarkozy. C'est une grande mauvaise foi de la part du président Hollande, parce que la France est intervenue. Elle est intervenue dans un cadre humanitaire. Elle a fait son travail garante aussi de ses libertés, de protection. Aujourd'hui, on veut protéger des personnes. La France a protégé des centaines de milliers de personnes qui auraient été assassinées par Kadhafi. La transition démocratique ne s'est pas faite, mais on ne peut pas accuser Nicolas Sarkozy de tous les maux. Il n'était plus président de la République. S'il y a eu carence ou s'il y a eu faille, il faut peut-être chercher ailleurs. On peut revenir sur l'histoire, mais il y a eu au départ une volonté humanitaire, en effet, de protéger les populations de Benghazi, etc. Puis on a vu très vite les buts de guerre changer et une guerre totale être menée contre un dictateur. Voilà, ce que je dis par rapport à ça, c'est que je crois qu'on est à la fin d'une époque. C'est-à-dire qu'on a fait, nous, les Américains aussi l'ont fait, on a pratiqué ça pendant des années, c'est-à-dire que Saddam Hussein ne nous plaisait pas, on l'a mis à la porte, on l'a même carrément éliminé. Ces anciens partisans reviennent par la fenêtre sous la forme de Daesh, parce que c'est eux aujourd'hui qui sont là. L'ancien parti basse. On a fait ça avec Kadhafi. Bon, on a failli le faire avec Bachar el-Assad, et je pense que, là encore, il faut être réaliste. Il représente quelque chose, et si on veut l'anéantir, eh bien, ça reviendra sous une autre forme. Je pense que c'est une période d'une espèce de vision très, très à courte vue, dans laquelle on a... Mais bon, voilà, on ne va pas refaire le procès de cette époque, mais enfin, c'est quand même une question qu'il faut se poser, parce que au nom de la morale, on a fait beaucoup de bêtises, et je pense que la Libye, on l'a payé 2 fois. On l'a payé avec... La Libye venait quand même après les printemps arabes,
qui ont été unanimement salués comme un moment d'émancipation, de liberté en Tunisie, en Égypte. Donc remettons aussi ça dans le contexte. C'était ce mouvement d'émancipation qu'on soutenait quand même. Le printemps arabe, c'est le fait des peuples arabes. On voit une très belle démocratie en Tunisie. Et notamment en Libye. Oui, en Libye, en tout cas, moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'il serait un peu inacceptable de dire c'est la faute de Sarkozy, oui, mais c'est Monsieur Hollande qui n'a pas fait le travail ensuite. Non. Tout le monde était d'accord. La France était unie pour... Tout ce qu'on sait aujourd'hui en Afrique ou au Moyen-Orient, c'est qu'il y a un passage possible entre la Tunisie, qui d'ailleurs est fragile, et l'Égypte, c'est la Libye. Et tout est organisé en Libye, entre deux gouvernements, un qui est légitime, l'autre qui ne l'est pas, tout ça est contestable, des tribus, et puis des mafias de passeurs, qui d'ailleurs ont des relais de l'autre côté. Pourquoi est-ce que le problème se pose de manière si spectaculaire et si scandaleuse pour la Sicile, pour Lampedusa et pour l'Italie, qui est bien seule, avec d'ailleurs la Grèce? C'est parce que c'est ce goulot de, non pas d'étranglement, mais ce goulot de passage vers lequel tout le monde se précipite. Et tout ça arrive en Italie. Tout ce monde en péril arrive en Italie. Je peux revenir sur la Libye une minute. Je voulais simplement dire qu'il ne faut pas penser que c'est une route migratoire récente. La Libye est une route migratoire depuis longtemps. Ouais. Il y a eu une parenthèse enchantée, entre guillemets, entre 2009 et 2011, pendant laquelle l'Italie, d'abord, et ensuite l'Union européenne qui l'a suivi, a pris des accords avec M. Kadhafi. Et voilà, et finalement... Vous payez pour que Kadhafi empêche les départs. Kadhafi contrôle les départs. Ça a duré 2 ans. Ça s'est très bien passé. C'était une stratégie de contrôle qui était basée sur l'enfermement et sur la torture des migrants. Et moi, ce qui m'inquiète un petit peu aujourd'hui, c'est qu'on est en train de se lancer aussi dans le même type de stratégie avec d'autres pays. Avec quel pays? Avec plusieurs pays d'Afrique de l'Est, notamment le Soudan, l'Érythrée. On paye également pour qu'ils on y reviendra peut-être après, mais c'est le processus de Khartoum. Il y a d'Australie, où on a l'air de payer certains pays pour qu'ils... Pour empêcher les migrants d'arriver sur les côtes. Absolument. Et il n'y a plus de morts au large des côtes australiennes. Oui, vous vantez l'exemple australien, le modèle australien. Il y a plus de morts, mais le sort de ces gens, quand on envoie... Ils sont enfermés et en attente. Je ne sais pas ce que vous préférez, si c'est pire que la mort, mais... Avant que le Premier ministre australien soit élu, Tony Abbott, il y avait plusieurs milliers de morts au large des côtes australiennes. Il y avait ceux aussi qui parvenaient jusqu'aux côtes australiennes et qui n'étaient pas forcément fermés comme aujourd'hui. On peut faire le procès de ce modèle, mais est-ce que vous préférez un modèle qui conduise à la mort ou un modèle qui soit peut-être moins paré de ces vertus de la générosité dont vous aimez faire profession, mais qui soit peut-être plus réaliste. De générosité. Je pense que l'Europe n'est pas à la hauteur de sa réputation ou de l'éthique qu'elle représente si elle remet dans des bateaux des gens qu'elle va renvoyer dans des pays conseils pour recevoir des gens Aujourd'hui, c'est donc sur les côtes italiennes, grecques et maltaises que débarquent les migrants et la surveillance des côtes relève de la responsabilité européenne, c'est le travail de l'agence Frontex, et lorsqu'il y a un naufrage meurtrier comme ce fut le cas le 19 avril avec 800 morts, c'est l'Europe qui s'émeut et promet d'agir. Il y a une situation humanitaire qui n'est pas acceptable. Nous avons affaire à une véritable tragédie en Méditerranée. Et la raison de la réunion d'aujourd'hui, c'est de sauver des vies. C'est une tragédie d'abord sur le plan humain, pour des personnes, pour des êtres humains qui sont concernés. Et puis c'est une tragédie pour l'Europe. L'Europe vaut mieux que cela. Nous n'avons plus d'alibi, l'Union européenne n'a plus d'alibi, les États membres n'ont plus d'alibi. Plus jamais ça, a-t-on entendu, en tenait en cœur. Pourtant, les Européens ont décidé 1 an plus tôt de ne pas patrouiller en mer pour secourir les bateaux clandestins, comme le faisaient jusque-là les bateaux italiens. C'était l'opération Mare Nostrum. Ils ont refusé donc de continuer cette opération et ils se sont contentés finalement de protéger les côtes européennes. C'est criminel comme décision. On est passé de Mare Nostrum à Triton. C'est en tout cas une forme de lâcheté, de démission. C'est vrai que la politique migratoire européenne, d'abord, elle a été très largement inexistante, elle a été fortement défaillante. On est passé, vous l'avez souligné, de Mare Nostrum à Triton, Mare Nostrum financé quasiment intégralement par l'Italie, Triton avec des moyens très légers qui ne sont en aucun cas à la hauteur. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu une réaction d'émotion bien légitime face à ces tragédies, face à ces drames, mais ces problèmes, on les connaît.
années, ils sont anciens, ils sont récurrents, et il y a une politique migratoire de l'Europe qui est totalement, aujourd'hui, irresponsable, je le dis, parce que on a voulu accueillir beaucoup de migrants, que les situations de différents pays l'objectif de Triton. Ne se trouvent pas dans les mêmes positions par rapport aux flux migratoires. L'Allemagne souhaite une immigration plus importante. Elle l'a souhaité pendant très longtemps, d'autres pays beaucoup moins. Il y a cette différence qui a fait que finalement on n'a pas eu de politique migratoire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut une politique migratoire beaucoup plus ferme, parce que cette politique migratoire beaucoup plus ferme, c'est celle qui protégera les migrants d'abord. Parce que leur dire qu'on peut les accueillir en Europe, c'est donner un blanc-seing aux passeurs et c'est les engager vers cette route de la mort. Marielle de Sarnez. Pour l'instant, il n'y a pas de politique migratoire. Mais s'il n'y a pas de politique migratoire, c'est, on va dire, en très très grande partie du fait des États. C'est-à-dire que les États n'ont pas souhaité du tout, au fond, européaniser cette politique. Chacun souhaitant... souvenez-vous, quand Nicolas Sarkozy voulait fermer les frontières entre la France et l'Italie, au moment où il y a eu un afflux, non pas de Libye, mais de Tunisie, par exemple, vers Lampedusa, pendant la révolution tunisienne. Oui. Bon, donc, mais il faut vraiment qu'on essaye de mettre les choses en place, parce qu'on peut dire comment on arrête tous ces bateaux. C'est une question. Comment on sauve des vies? C'est évidemment la question. Mais la vérité, c'est qu'on a ces phénomènes migratoires, qu'on va les avoir. Il n'y a pas de raison que ça décroît. Ça augmente plutôt. Ça augmente parce qu'on a une très grande partie du monde à proximité de l'Union européenne qui est déstabilisée. Irak, grande partie de notre responsabilité, en tous les cas de la responsabilité occidentale et américaine. Parce que Daesh, c'est né dans les prisons, au fond, américaines de cette époque-là. Irak, Syrie, Proche-Orient, on l'a dit tout à l'heure, Libye, Sahel, Mali. Bon, on voit bien que toutes ces régions, ces zones du monde déstabilisées, elles sont proches de l'Europe. Nous n'avons pas de politique d'immigration. Alors, je reconnais que le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, pour une fois, je trouve, la Commission a fait plutôt acte de courage on va en parler. en posant sur la table une initiative. Mais d'abord, on va regarder quelles ont été les propositions, le plan du Conseil de l'Europe, un plan qualifié de minable, honteux. De la Commission européenne. Non, d'abord les décisions du Conseil lors du sommet du 23 avril. Il y a eu d'abord le triplement des moyens de Triton. Donc on est repassé finalement au budget de Mare Nostrum. On est repassé de 3 à 9 millions par an. Sans changer pour autant la mission de Triton. Il n'y a pas de moyens financiers. Quand on parle, par exemple, de Frontex, qui est en charge de la surveillance des frontières maritimes, c'est un budget de 90 millions par an, c'est-à-dire rien. C'est un budget ridicule. Moi, je suis depuis longtemps, après on va reparler des voies légales, j'espère, de migration, mais je suis depuis longtemps pour qu'il y ait un corps de garde-côte frontières européen qui soit en place. 90 millions, c'est un budget ridicule. Ils n'ont même pas de moyens propres. En propre. C'est-à-dire toute une mutualisation de moyens, soit hélicoptère, soit navire, de chaque État membre, de chaque pays. Alors ça arrange beaucoup les États membres qui disent, voyez, c'est pas nous, c'est l'Europe. Mais tout ça, c'est faux. On est totalement dans l'intergouvernemental, et pour des raisons, on voit bien, d'arrière-pensée politicienne très souvent, on ne se saisit pas et on n'a pas le courage de regarder les choses en face, de regarder la question des migrations en face et d'essayer d'y apporter des réponses. Non, ce qu'il ne faudrait pas, c'est que ce soir, les téléspectateurs qui nous regardent ou nous écoutent aient l'impression que nous allons avoir un débat sur les grandes politiques qui sont débattues avec difficulté par une Europe un peu égoïste ou très égoïste, et puis qu'il y a des considérations sur l'Irak, le Yémen, la Somalie. Il ne faut pas oublier que ce qui se passe en ce moment, c'est d'abord une émotion qui fait honneur à notre pays. Je dirais que c'est la répétition de l'esprit du 11 janvier des Français qui n'ont pas supporté à un moment de voir qu'en effet, dans un bateau, il y avait 800 morts et qui se sont retournés vers ce qui est leur morale et une réaction humaine et qui ont demandé des comptes. Et vous avez le sentiment que les Français ont été aussi touchés et concernés que lors des attentats du mois de janvier? Oui, je pense qu'il y a un esprit, en tout cas, de refus de voir une Europe donneuse de leçons, incapable de s'entendre sur une politique généreuse. L'Italie qui s'est découragée avec l'opération Mare Nostrum qu'elle portait toute seule et qui était trop chère pour un seul pays, remplacée par une opération Triton, déjà le nom montre quelque chose de moins sympathique. Et en ce moment, la démarche, moi, que j'ai entreprise avec les présidents des régions méditerranéennes de l'Europe, c'est le refus, d'une part,
de regarder si une main qui se tend hors de l'eau, c'est quand même contraire à la morale de tous les marins du monde, j'imagine, et depuis qu'il y a une marine et des marins dans le monde, si la main est arabe ou noire ou chrétienne ou musulmane, c'est d'abord de tirer la personne de l'eau et de l'empêcher de mourir. Ça, c'est quand même le rôle de l'Europe quand ces gens et ces personnes arrivent en face des côtes siciliennes. Le deuxième point, c'est de ne pas laisser l'île de Lampedusa, la Sicile, qui est une région qui n'est pas forcément favorisée économiquement, et l'Italie se débrouiller toute seule avec sa marine, ses gardes-côtes. C'est insupportable. Donc avant de dire, voyons comment est-ce qu'on va analyser la chose, comment on va faire à Strasbourg ou à Bruxelles, il y a d'abord une réaction morale forte qu'il faut avoir en disant, c'est insupportable pour l'Europe de donner ce spectacle d'une Europe indifférente qui laisse l'Italie ou la Sicile se débrouiller toute seule. Alors cette Europe indifférente, ces dirigeants qui se sont rassemblés donc ce fameux 23 avril pour un plan, ils ont une autre idée, c'est soumettre une résolution à l'ONU pour permettre de détruire les embarcations des passeurs. Est-ce que ça, c'est réaliste, Jean-Christophe Ruffin? Ça me paraît alors compliqué parce que moi j'ai vécu la crise des pirogues. Une pirogue sur une plage vide, vous la détruisez pas parce que c'est une pirogue de pêcheurs a priori. Si la nuit elle part et qu'elle est chargée de migrants, vous la détruisez pas non plus parce qu'elle est chargée, il y a des gens dessus. Donc c'est compliqué. Mais si je peux revenir un instant sur la question de payer les pays. Vous disiez, on a payé les pays, on a payé Kadhafi. Moi, ça ne me choque pas, ça dépend de ce qu'on doit faire, mais ça ne me choque pas. On a négocié avec Kadhafi, on n'a pas payé. Oui, non, mais c'est pas l'idée de payer, mais je pense que, par exemple, le fait, et ça a été ébauché à un moment donné, de reconstruire des gardes-côtes en Libye, gardes-côtes libyens, pour s'occuper de leurs frontières. Ça passera par une coopération, ça passe par une aide pour cet État, pour se rééquiper, pour exister, pour se... Voilà, et ça, c'est une chose qui me paraît de l'ordre du possible et du nécessaire. Les histoires d'attaques là sur les filières, en réalité, c'est pas les bateaux, on dit couler des bateaux, ça n'a vraiment pas de sens. La question est de savoir, est-ce que derrière, il y a l'idée, ça je ne sais pas, de faire des opérations de services spéciaux, etc., pour aller tirer sur tel ou tel. Mais pour aller moi je comprends l'indignation exterminer de les passeurs, en fait, c'est ça l'idée? Oui, non, mais en pratique c'est comme ça. Oui, c'est nos services spéciaux qui sont venus à bout de Kadhafi. Alors on peut imaginer qu'on a encore du monde là-bas. Non, solution. Hein. Mais je pose la question. On ne va pas bombarder les bateaux, en effet. Oui, mais si vous voulez, je crois qu'il y a deux choses différentes. Il y a l'émotion, la question humanitaire, les secours qu'on apporte à des gens qui se noient et des gens qui ensuite se retrouvent sur le continent européen. C'est une chose. Et puis il y a effectivement la question de la prévention. La prévention, ça passe. C'est pas pour revenir sur le passé que je parlais de l'opération Libye, mais je pense qu'il faut essayer d'être plus responsable dans nos manières d'agir dans le futur et de ne pas détruire des choses qui existent, si vous voulez, quand vous avez un État en face de vous, même si son dirigeant n'est pas très sympathique, savoir que quand on a cassé quelque chose, quand on a cassé un État comme on l'a fait en Libye, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, il y a des conséquences. Donc, rien de pire que le chaos, en fait. Voilà. Je pense que, oui, c'est très important quand même d'offrir à ces pays, mais tous d'ailleurs, hein, parce que là on parle que de la frange méditerranéenne, mais il y a toute l'Afrique derrière. Et l'Afrique, on n'en parle plus en ce moment. C'est d'ailleurs quelque chose, moi je trouve ça assez étonnant, l'Afrique n'existe plus en ce moment dans le discours public que par les actions militaires. Il y a eu la Libye, il y a eu la Centrafrique, mais finalement, vous avez des États qui sont sortis de crises graves, comme la Côte d'Ivoire, comme la Guinée, etc. Avec un taux de croissance important. Qui ont un taux de croissance important, qui nous tendent la main. Et finalement, et qui sont en grave difficulté à cause d'Ebola en particulier, à cause justement de ces conflits qui détournent les touristes, etc. On n'en parle plus. Moi, je ne sais pas, il paraît qu'on a un ministre de la coopération, mais je ne sais pas qui c'est, vous êtes bien informé, vous devez savoir. Mais voilà, non mais vous voyez ce que je veux dire? Ça a disparu. L'Afrique a disparu comme sujet. Il y a encore 5 ou 10 ans, on parlait de l'Afrique comme quelque chose. Or là, ça a disparu. Le seul qui en parle, c'est Jean-Louis Borloo. Oui, on va en parler d'ailleurs de son plan d'électrification de l'Afrique. Au sujet de l'Afrique, je voulais revenir sur une question à propos de l'émotion qu'a suscité le naufrage. Quand même, peut-être qu'il y a une émotion, mais en même temps, parallèle, en France, on n'a pas beaucoup accueilli ces demandeurs d'asile. Hein. Aujourd'hui, en 2014, on a eu 2000 Syriens dont on a reconnu la demande d'asile en France. On en avait 25 000 en Allemagne.
Donc, voilà, les Érythréens, je n'en parle même pas, parce qu'en général, leurs demandes d'asile sont refusées, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont plutôt se diriger vers d'autres pays européens s'ils le peuvent. Donc d'un côté, il y a l'émotion, mais en même temps, que fait-on concrètement en France? En ce qui concerne le sauvetage en mer, c'est pas seulement une question morale, c'est une obligation légale, le sauvetage en mer. Et ce n'est pas une question de morale. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, c'est vrai que le budget de Frontex est le même que le budget de Mare Nostrum, mais par contre, le mandat de Frontex n'est pas du tout le même. La mission est différente. Voilà, la mission est différente. Il faut et par ailleurs, la différence entre zone ces de deux sauvetage missions n'est pas du tout la même. Et aujourd'hui, les migrants qui arrivent, ils ne sont pas sauvés par Frontex. Frontex, bien entendu, a l'obligation de signaler quand elle voit les bateaux, mais ils sont sauvés par les gardes-côtes italiens, ils sont sauvés par des bénévoles qui patrouillent en mer, ils sont sauvés par des associations, des ONG. Donc, il faut bien voir qu'actuellement, ces migrants qui arrivent, non seulement la France n'a pas pris sa part de responsabilité dans les questions d'asile, mais en plus, l'Union européenne non plus pour le moment. Parce que ce que vous dites est très exact, je vais juste dire ça. Quand j'ai parlé de l'émotion 11 janvier, qui est à l'honneur de la France et du peuple de France, qui est descendu dans les rues contre un terrorisme qui a frappé Paris, qui a frappé Tunis ou Bordeaux, c'est que c'est l'émotion des gens dans la région que je préside, et où se trouve également M. Ciotti, des gens qui ont été honteux de voir qu'on laissait l'Italie seule se débrouiller. Et j'imaginais une seconde que tous ceux qui arrivent en Italie, en ce moment, en Sicile, dans une région, et en Calabre, qui sont pauvres, arrivent, non pas au Festival de Cannes, bien sûr, mais arrivent sur la Côte d'Azur ou à Marseille. Vous imaginez la montée du Front National? Ça serait effrayant. Donc, ce que je pense, ce que je veux dire, c'est que les Français ne sont pas plus généreux que d'autres, mais il y a quand même eu un sursaut pour dire on ne peut pas laisser l'Italie toute seule avec la charge de Mare Nostrum qu'elle n'a pas pu supporter, et puis des gens qui disent on va bombarder, ou bien quand la main qui sort de l'eau est arabe, je le disais tout à l'heure, ou noire ou musulmane, alors celle-là il ne faut pas la sauver, sinon on crée un appel d'air. Je crois ce mot d'appel d'air est insupportable. Non, il n'est pas insupportable, il est réaliste. Je crois que vous prenez le problème à l'envers. Bien entendu, c'est notre responsabilité, notre devoir, la morale ou d'autres considérations, de sauver les personnes qui sont en danger. Mais pour les sauver, je dis, il ne faut pas qu'elles prennent ces bateaux. Donc il y a des actions, et le plan Juncker sur cette partie qui a été soumise au Conseil de sécurité de l'ONU et dont on attend la décision, donc, est essentiel. Le bombardement, la destruction des... Je suis hostile et des très opposé à la question des quotas, de la répartition solidaire. On va en parler tout de suite. Peu importe, mais l'aspect du plan Juncker qui fait qu'on va mettre un verrou le plus près possible des côtes va être la condition du sauvetage de ces personnes. Et ensuite, il ne faut pas qu'elles arrivent en Europe. Et je suis d'accord avec Marielle de Sarnez quand elle disait tout à l'heure, il faut que les demandes d'asile soient traitées dans ces pays. Moi, je suis allé en Irak avec François Fillon en septembre dernier à Erbil. On a visité les camps de réfugiés, des yézidis, des minorités, des chrétiens. Ils se pressaient devant le consulat général de France à Erbil. Et il y avait des statuts de réfugiés qui étaient donnés au compte-gouttes. Je suis intervenu auprès du consul général pour accueillir des familles dans les Alpes-Maritimes. Donc là, il y a cette difficulté. C'est vrai que là, on peut avoir une vision très, très sélective. On voit très bien qui est réfugié, qui ne l'est pas. Et en même temps, donc là, ces personnes, il faut les accueillir. Mais lorsqu'on laisse rentrer des migrants sans savoir quel est leur profil, leur motivation, si c'est économique, réfugiés ou migrants économiques. Et lorsqu'ils arrivent en Europe, c'est trop tard. Pourquoi? Parce que ensuite, on sait très bien qu'ils ne repartiront pas, parce qu'il n'y a aucune politique du retour aujourd'hui. C'est un problème majeur. Ceux qui sont déboutés du droit d'asile, la Cour des comptes l'a dit, 1% des déboutés du droit d'asile sont reconduits vers leur pays d'origine. Ça veut dire que l'asile devient une version légale de l'immigration illégale. Et ça, c'est un détournement. Donc, il faut arrêter avec cette naïveté. Il faut avoir une fermeté aussi. C'est la condition pour sauver ces migrants. Et après, il faut agir. Le ministre de l'Intérieur est allé au Niger, je crois, il y a une quinzaine de jours, et au Cameroun, en disant qu'il fallait qu'il y ait des centres dès ces pays. Je crois qu'une des familles de solutions, elle est là. Alors, vous parliez des quotas. En fait, ce ne sont pas vraiment des quotas, mais effectivement, la Commission européenne a proposé de répartir les migrants déjà arrivés donc sur les côtes grecques et italiennes. Il est question de prendre en compte le PIB du pays, le taux de chômage, le nombre de migrants est également déjà pris en charge. C'est un bon principe, selon vous?
C'est un bon principe de réaffirmer une solidarité. Oui. On ne peut pas imaginer que parce que la géographie a placé l'Italie où elle est, Lampedusa où elle est, et les îles grecques le long de la Turquie où elles sont, que c'est là que tout se passe et que nous, voilà, on ne regarde pas et on se dit c'est pas notre affaire. Donc au fond, il y a une solidarité, évidemment, il y a un partage, à gérer, me semble-t-il. Il faut dire quand même qu'il y a des pays, il y a des sensibilités très différentes en Europe, et que quand vous parlez de l'Afrique, aux pays d'Europe de l'Est, enfin, je veux dire, c'est pas un sujet, ça n'a jamais été un sujet pour eux. Ils ne regardent pas du tout à l'Afrique, les pays d'Europe de l'Est, ils regardent à l'Ukraine et la Russie. L'idée d'accueillir des réfugiés. Ils n'ont aucune histoire avec l'Afrique, ils n'ont aucune connaissance d'Afrique. Bon, l'Allemagne a des liens avec l'immigration turque traditionnelle, et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles c'est plutôt les gens du Moyen-Orient vont plutôt en Allemagne, mais les autres n'ont pas. La Pologne, par exemple, c'est pas du tout son sujet. Non, mais partons de l'idée quand même que ce qu'a posé, c'est bien que la Commission européenne dise, et le courage, au fond, de prendre une initiative, parce que c'est ça son job. Je dis à ceux qui nous regardent que la Commission ne prend pas de décision. Elle propose une initiative, et ce sont ensuite les chefs d'État et de gouvernement qui décideront, changeront, modifieront, amendement, le texte qui sera proposé fin juin. C'est très important. L'État, c'est plutôt rejeté. Je peux ajouter une idée, c'est qu'on demande une solidarité européenne, je trouve que c'est bien. Je trouve que ça devrait aller plus loin. Et je trouve qu'on devrait avoir une solidarité de tous les pays développés. Et je redonne mon chiffre, 4 millions de réfugiés syriens dans les pays voisins de la Syrie, 130 000 en Union européenne, 10 000 aux États-Unis. Donc les États-Unis devraient prendre leur part eux aussi, en fait. Canada, Nouvelle-Zélande, Australie, c'est déjà compliqué avec l'Europe, ça va il faut être ambitieux. Alors, justement, écoutez, cette proposition ne suscite pas l'enthousiasme, on l'a compris parmi les dirigeants européens. On va écouter la position de la France et on va essayer de la comprendre. Cette proposition de Jean-Claude Juncker s'inspire d'une partie des propositions faites par la France. Je crois qu'il est normal qu'il y ait une répartition du nombre de demandeurs d'asile entre les différents pays de l'Union européenne. Je suis contre l'instauration de quotas de migrants. Ceci n'a jamais correspondu aux propositions françaises. Michel Vauzel, vous avez compris la proposition, oui, la position de la France. Que le mot de quota était très malheureux et que d'ailleurs ceux qui l'avaient employé ont cessé de l'employer. Mais pas la Commission européenne. Comme nous avons vu que ceux qui avaient parlé de créer des forces aériennes et navales pour aller bombarder la Libye, comme si on n'avait pas déjà assez d'une guerre en Libye pour en faire une seconde, ou de bombarder, comme dit M. Ruffin, des bateaux de pêcheurs, la pêche, les Libyens en ont besoin, ou des bateaux où il y a des gens qui veulent fuir la mort, qui vont la trouver parce qu'on va les bombarder. Donc, ce que je pense, et qui se rattache aussi à ce qu'a dit M. Ruffin à l'instant, c'est une bonne référence, c'est qu'il y a un espace méditerranéen qu'on veut ignorer. C'est pour ça que le slogan que nous avons lancé, président de région méditerranéenne et parlementaire méditerranéen, c'est « Nous sommes tous méditerranéens ». Pourquoi ? C'est pas de la démagogie ou de la naïveté. C'est pour dire, il est exact en Europe, on l'a bien vu avec ce qui s'est passé encore récemment là au Parlement européen, c'est pas la Commission. Moi, lorsque nous avons porté cette pétition, nous sommes tous méditerranéens, au président Schulz, on l'a trouvé un peu chiffonné, le mot est faible, parce qu'il s'est trouvé le matin même, où on l'a rencontré, devant une Assemblée européenne qui était en déconstruction de la solidarité européenne, en désolidarisation, avec une matinée où on a eu le Hongrois qui a prononcé la demande du retour de la peine de mort en Europe, et puis des pays qui ne sont pas concernés par la Méditerranée. Ils nous ont appelé le club méditerranéen à un moment quand il y avait la crise économique, et aujourd'hui ils considèrent que ce n'est pas leur affaire. Or, c'est tout autour de la Méditerranée que tout cela se passe. Quand la France frappe l'Irak, quand elle est présente au Mali, quand nous sommes ensemble avec les pays musulmans des alentours de la Méditerranée contre le terrorisme, c'est une nouvelle solidarité. C'est une nouvelle solidarité pour le climat, on va le voir avec la COP 21 à Marseille bientôt. C'est une solidarité face à ce problème, et je suis tout à fait d'accord. Les Français seront très frileux pour recevoir, et on voit bien pourquoi l'extrême droite monte. C'est manifestement de la xénophobie et du racisme. Mais les Français n'acceptent pas non plus que cette Europe qui, encore une fois, donne des leçons de morale, ne soit pas à la hauteur pour apporter ces instruments d'analyse immigrés par immigrés une fois qu'ils sont dans le territoire. Ce ne sont pas les Français qui donnent le droit d'asile, c'est le gouvernement.
D'accord. Non, je dis ça quand même Non, en mais passant. l'analyse qui fait la Voilà. différence entre celui qui cherche un droit d'asile parce qu'il est syrien persécuté et celui qui vient pour des raisons économiques du Bénin. Mais celui qui est fait cette syrien analyse? persécuté, la Les France Italiens n'en pourrait sont pas faire un capables. peu plus d'efforts. Les Italiens- Je vous ai demandé, L'Europe devrait le Et les faire. chrétiens Je vous ai demandé- d'Orient, et les Absolument. chrétiens d'Orient, la France pourrait faire aussi un peu plus Je d'efforts. vous On ai est demandé d'accord. si vous aviez compris la position française, mais en fait, la France a précisé sa position avec l'Allemagne. Elles ont expliqué qu'en fait, cette répartition était injuste. Elles veulent une nouvelle clé de répartition. Je crois que la Parce que position a 5 été États très membres se flottante. partagent 75% des demandes 80%. d'asile. Il fallait C'est la France, éliminer l'Allemagne, le l'Italie, quota la et Suède prendre un mot plus et la juste. Hongrie. Et la Hongrie. En résumé, on veut bien de ce système de répartition, Ah oui. mais on en veut moins, en fait, c'est ça? La France, historiquement, est un pays qui accueille le plus de demandeurs. Alors ça a changé depuis 2013, puisque l'Allemagne est aujourd'hui en L'Allemagne en tête, accueille 200 plus 000 aujourd'hui. demandeurs d'asile, 64 000 en France en 2014, Ouais. 66 000 en 2013, mais avant 2013, la France était en tête ou en deuxième position, même au monde, Elle est quatrième juste aujourd'hui. avant les États-Unis. Donc Ça, c'est elle pas a- rapporté elle a à la reculé. population totale, parce que rapporté à la population après, totale, c'est c'est la en Suède, valeur c'est absolue, Malte, après, c'est bien d'autres en pays. disant hein. elle accorde 2 fois moins que l'Allemagne de statut de l'asile. réfugié. Oui. Et De c'est pour statut de ça qu'il réfugié. faut une cohérence des politiques Et je d'asile. précise que selon la Commission européenne, selon la répartition répartition voulue par la Commission européenne, la France accueillerait 9 127 migrants de plus, sur les 60 000 qui sont à répartir, en fait. Donc ça, c'est trop. Oui, parce que on n'a pas à avoir cette répartition statistique, mathématique. C'est un message, encore une fois, qui me paraît dangereux. Il faut regarder la situation individuelle. Si demain on donne ces quotas, quel que soit leur terme, mais en réalité ça revient à ça, ça veut dire qu'on va les modifier en permanence et qu'on va lancer, ce que conteste Michel Vauzel dans la sémantique, cet appel d'air qui me paraît être le message le plus dangereux aujourd'hui, qui va encourager les passeurs, qui va générer des drames de plus en plus nombreux, puisque si on dit que l'Europe est ouverte, qu'on accueille tout le monde, ça veut dire qu'on ne contrôle pas les flux à partir des côtes libyennes, comme le dit Michel Vauzel. Ça veut dire que les réseaux de passeurs vont croître, vont s'amplifier, les flux vont augmenter. Ce qu'il faut, c'est traiter, je le redis, sur le continent africain, ou au pire, pour ceux qui arrivent, dès l'Italie. L'Italie, aujourd'hui, ne joue pas son rôle. Alors, elle a des excuses, elle a des circonstances aggravantes, mais normalement, il y a un traité, il y a des traités. Vous avez été ministre, il y a le traité de Dublin qui dit que les demandeurs d'asile, la demande d'asile doit être traitée dans le pays d'accueil. Et en fait, l'Italie laisse passer, c'est ce que vous voulez dire, les clandestins en France pour qu'ils déposent. Chaque jour à La Menton. contrepartie de l'institution des quotas, c'est le fait qu'il y ait un bureau de Frontex qui ouvre en Sicile à Catane et qui permette de contrôler justement le fait qu'on prenne les empreintes digitales des migrants dans le cadre de Dublin. C'est ce que j'allais dire. Je voudrais vous... Ceci dit, la Méditerranée, c'est pas une frontière naturelle. La Méditerranée, c'est une frontière qui a été créée par l'Union européenne à partir du moment où on a voulu installer un espace de libre circulation Schengen, mais renforcer la frontière extérieure. Donc il ne faudrait pas penser que le problème porte sur la Méditerranée, parce que si la Méditerranée est une frontière, c'est bien parce qu'elle a été créée comme frontière par l'Union européenne, par les processus d'intégration européenne, qu'on va pas critiquer, mais qui sont simplement le processus de Dublin 3. Le processus de Dublin 3, le règlement, pardon, il pose véritablement problème aujourd'hui. Pourquoi la Commission européenne ne remet pas en question le règlement Dublin 3? Moi, j'aimerais savoir, les quotas, c'est bien, c'est un signe de solidarité, ce ne sont pas des chiffres très importants. Préciser, remettre en Alors, question Dublin 3, c'est le principe selon lequel les migrants doivent demander l'asile dans le pays européen d'entrée. Voilà. Donc actuellement, évidemment, comme le pays d'entrée, c'est l'Italie ou c'est la Grèce, ça a été l'Espagne pendant un moment, etc. Ce sont ces pays qui portent le poids, qui portent le fardeau, c'est un terme qu'on utilise dans le langage courant, de ces demandes. Ajoutons que ces pays peuvent, dans leur consulat, dans un certain nombre de pays, accorder ou pas le droit d'asile et des visas temporaires, ce qu'ils ne font pas. Et donc on pourrait tout à fait imaginer que pour des cas
vraiment de le faire en demande Syrie d'asile, ou en de Libye, protection, Là, qu'on puisse le faire. On est dans Remettre en cause Dublin 3, c'est permettre ces visas temporaires, par de exemple. Dublin, absolument. Oui, et il faut reparler de probablement Dublin. changer la Il y règle. a aussi une directive européenne La qui demande existe pourrait de se faire dans 2001 tous les qui pays. permet d'accorder, en cas d'afflux D'urgence. massif lié à des conflits, d'accorder une protection temporaire aux migrants. Il faudrait aussi pouvoir l'appliquer. Et puis quand on dit que des pays comme la Pologne ne sont pas impliqués sur ces questions-là, je crois qu'il faut aussi nuancer parce que, par exemple, on a oublié qu'il y avait eu un précédent sur cette question des quotas. Il y a eu une première opération de relocalisation, une petite opération de relocalisation qui a eu lieu à partir de Malte, quand à un moment donné, la plupart des migrants maritimes n'arrivaient plus en Sicile, mais à Malte en fait. Et donc à ce moment-là, Malte, qui est une toute petite île et qui reçoit bien plus de demandes d'asile en rapport à la population par rapport à la France, a demandé de l'aide et on a accepté de relocaliser une partie des réfugiés qui étaient à Malte et on les a relocalisés au Portugal, en Allemagne, en Pologne, en France. Donc ça a déjà existé. C'est quelque chose qui peut fonctionner effectivement dans le court terme. Mais sur le long terme, je me demande s'il ne faut pas trouver des solutions et notamment remettre en question ce règlement de Dublin. Il y a une réforme du droit d'asile en cours. Elle a été examinée à l'Assemblée puis au Sénat. Elle a été durcie d'ailleurs au Sénat puisque la droite a fait voter le fait qu'en cas de refus de l'OFPRA, le demandeur devrait immédiatement quitter le territoire. Il faut une harmonisation. Pardon. Juste après, pour lier à ce que vient de dire Madame, elle a expliqué qu'il n'y avait pas de frontière naturelle entre, si j'ose dire, puisqu'il y a la Méditerranée, entre les pays européens, méditerranéens et les pays du sud de la Méditerranée. Mais parce qu'il y a une communauté de destin de la Méditerranée, quand il y a un problème qui se pose avec l'État islamique en Syrie, il a une répercussion. Quand il y a une attitude d'Israël par rapport à la Palestine, il a une répercussion au Maghreb. Et est-ce que la réaction s'arrête à Alger? Non, elle passe à Marseille, parce qu'il y a dans notre pays des milliers de personnes qui sont françaises, qui sont de culture ou de religion musulmane, et il y a donc une communauté de destin dans cet ensemble, par la religion, par l'histoire, par la culture, et parce qu'il y a des familles dont la moitié est à Alger, l'autre moitié à Marseille, et on ne peut pas dire, là, il y a une frontière. On aura toujours ce problème qu'il faut aborder. Sur la politique d'asile, peut-être. C'est une vision quand même un peu originale. Non, c'est pas original. Il faut aborder la Méditerranée comme un lieu. D'ailleurs, la haute commissaire de la Commission européenne l'a dit. La Méditerranée, c'est une communauté de destin. On ne pourra pas faire une Méditerranée en tournant des avions et des canons de navires de guerre contre tout ce qui vient du sud. On peut essayer de répondre à la question sur le droit d'asile. Je vous en prie. Il faut d'urgence, on disait politique de l'immigration européenne, il faut harmoniser le droit d'asile en Europe. C'est l'objectif de cette réforme. Le droit d'asile, ça veut dire quoi? C'est-à-dire ceux qui sont demandeurs d'asile, au fond, combien de temps ils attendent avant qu'on leur réponde oui ou non, vous relevez ou pas? Bon. En Europe, dans les pays scandinaves, c'est 6 mois, maximum. En France, c'est 2 ans. Et avec les voies de recours, ça peut être 3 ans, 4 ans, 5 ans. Parce qu'on n'a pas les moyens. Parce qu'on n'est pas assez d'argent, c'est ça, pour gérer ça. Parce que vous pouvez dire au bout de 6 mois, ou dans les 6 mois à quelqu'un, écoutez, vous ne pouvez pas rester ici. Mais lui dire au bout de 4 ans, 5 ans, 3 ans, c'est absolument impossible. Donc il faut d'urgence harmoniser le droit d'asile en Europe. D'urgence généraliser l'idée que c'est dans les 6 mois, le plus vite possible, qu'on doit répondre et qu'on doit dire oui, vous relevez de l'asile. Et du coup, au bout de 6 mois, le refus de l'OFPRA doit effectivement déclencher un renvoi immédiat. Il faut aller vers ça. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre, il y a 4 niveaux qui vont pouvoir remettre en cause cette question du droit d'asile. Le demandeur va demander. Le demandeur d'asile administratif donne raison au préfet. Il peut être en appel contesté devant la cour administrative d'appel. Donc il faut supprimer ces recours. Il y a 4 niveaux d'appel. Nous, ce que nous proposons, et je l'avais proposé à l'Assemblée nationale, et cela vient d'être adopté au Sénat, c'est que après l'examen par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile, donc 2 niveaux, un niveau de décision, un niveau d'appel, si la personne est déboutée, eh bien ça vaut obligatoirement l'obligation de quitter le territoire français. Parce qu'on ne peut pas mettre sur le même plan aujourd'hui les réfugiés. On doit protéger les réfugiés. C'est l'honneur de notre pays, c'est notre histoire, c'est notre culture. Et on ne peut pas, on ne peut pas maintenir indéfiniment sur le territoire national, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ceux qui sont déboutés, pour que ce système d'asile
persiste, et moi je suis attaché à ce qu'on sauvegarde ce droit fondamental qu'est l'asile, il faut que ceux qui n'obtiennent pas ce statut, qui est un statut noble, ne restent pas sur le territoire national ou européen. Camille Schmoll, l'asile en amont aussi. Oui, vous vouliez répondre à en Enis amont, Fati, alors là aussi, sur la question de la gestion de l'asile en amont, tout dépend, on va tous être d'accord là-dessus, mais par contre, tout dépend ce qu'on entend par une gestion de l'asile en amont. S'il s'agit de déléguer aux pays tiers, c'est-à-dire aux pays de transit et aux pays de départ, la gestion de l'asile, eh bien, c'est extrêmement problématique, surtout quand on voit la situation dans ces pays-là. Et en tout cas, certains de ces pays sont ou des pays en conflit ou des pays autoritaires. Et véritablement, c'est dramatique, parce que ce qui s'est passé en Libye pendant les années du contrôle Kadhafi, et qui se passe encore aujourd'hui, parce que les Libyens essayent quand même de démontrer qu'ils sont en mesure, plus ou moins, ce qui se passe en Égypte. Il y a eu des gardes-côtes qui ont tiré sur des bateaux de migrants. C'est la conséquence de cette politique européenne, qui veut donc instaurer cette coopération pour le contrôle des migrations. Et les conséquences de la politique australienne, par exemple, sont absolument dramatiques du point de vue des droits humains. Donc si c'est ça, la solution, c'est d'instaurer effectivement des canaux légaux dans les consulats européens, des consulats, des pays européens, mais aussi, pourquoi pas, installer des bureaux de l'Union européenne, ou de l'UHCR, voilà. Dans les pays sources. Jean-Christophe Rufin. D'accord, oui. Enfin, je comprends ce que vous dites, mais en même temps, je trouve un petit peu dangereux de jeter, j'allais dire le bébé avec l'eau du bain, c'est un mauvais jeu de mots, mais en disant finalement, les pays de source ne peuvent être que totalitaire. La Libye, elle est de toute façon, malgré toutes les coopérations du monde, ce sera toujours des gens qui vont tirer sur des bateaux de migrants. Pourquoi? Pas forcément. Il y a un État libyen qui auquel vous avez contribué, excusez-moi, allez voir le reportage qui a été fait dans les géoles libyennes. Ça ne date pas de la période de Kadhafi, ça date d'aujourd'hui. Les migrants sont emprisonnés, les migrants sont torturés. Et alors est-ce que ça veut dire que ça doit être comme ça toujours? Je veux dire, justement, moi, quand on me dit les gens sont torturés dans les choses, ça me donne d'autant plus envie d'aller y voir et d'aller essayer de faire une coopération pour améliorer les choses, mais pas dans les conditions actuelles. Non, mais alors, oui, mais ça, si vous voulez, laisser la Libye être un trou noir en disant de toute façon, ce sont des brutes, ils vont torturer les gens, etc., je trouve ça criminel parce que si on laisse la Libye sombrer comme elle sombre aujourd'hui, c'est la Tunisie, c'est l'Égypte qui sont très inquiets aujourd'hui de ce qui se passe, qui vont être contaminés par ce qui se passe en Libye. Je ne vois pas pourquoi on laisserait la Libye devenir une espèce de terrain de jeu pour les terroristes qui viennent du Moyen-Orient et qui sont en train de s'y installer. Parce qu'avec votre raisonnement, comme ce sont... Vous voyez, moi, si on me dit tel pays maltraite ses prisonniers, etc., je dis, ben allons-y, aidons-les. Mais on y va, on essaye de travailler à une solution politique. Michel Vaudrey, après on va aller à Nice. Non, mais je voudrais qu'on parle... Il y a des moments où la morale, il se trouve que c'est pas mal fait, de ce point de vue, rejoint la bonne gestion politique. Or, ce qui pose vraiment un problème moral, mais en même temps de bonne gestion politique, c'est que ne reconnaissant pas la communauté de destin des pays méditerranéens, qu'on ne pourra régler que par la guerre ou par une façon de vivre ensemble avec les Méditerranéens. Donc, si nous ne le reconnaissons pas, on donne donc une responsabilité trop lourde pour elle à l'Italie en ce moment. Il y a des régions pauvres qui acceptent de recevoir les personnes qui arrivent de manière plutôt aimable et généreuse. Je répète, imaginez la même arrivée de migrants sur la Côte d'Azur ou à Marseille. Ça serait l'horreur en France. Bon. Donc, il faut aider les pays qui sont du Sud, les pays méditerranéens, même si la Pologne, très généreusement, accueille des gens qui viennent de Malte. C'est quand même un problème des pays méditerranéens, de la Grèce et de l'Italie. Et ce qu'il ne faudrait pas, et là je rejoins, je pense, M. Ruffin, c'est qu'on ait en plus la lâcheté de dire, eh bien, que le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, alors la Libye elle ne peut pas en ce moment, et l'Égypte retiennent les populations et fassent la police pour que l'Europe, elle, soit tranquille, derrière une barrière à qui on pourra donner un peu d'argent ou quelques avantages, et qui formeront la barrière, comme ça se passe au Maroc, qui retiennent en effet des personnes qui viennent d'Afrique noire, comme ça peut se passer en Tunisie et qui rend la Tunisie très fragile, en Algérie où on règle la question d'une autre manière, et puis la Libye qui est ce qu'elle est. Donc double nécessité de solidarité avec l'Europe méditerranéenne et avec ceux qui, au sud, sont priés de retenir... Comme je le disais, on va aller à Nice, où la ville voit passer des milliers de clandestins, souvent en transit vers le nord de l'Europe. Ils sont contrôlés, repoussés parfois, plusieurs fois par jour. Reportage d'Alice Gauvin et Vincent Pifteau. C'est une étape, une halte entre l'Afrique et l'Europe du Nord que la plupart aspirent à rejoindre. La gare de Nice,
Les migrants y arrivent en train, depuis l'Italie, où certains ont été sauvés du naufrage. Les associations s'y relaient. Les Érythréens, Soudanais, Syriens ou Somaliens y passent la nuit. Je suis à la fac de médecine. Ah, tu étudies la science, la médecine. Médecine, oui. Moi, je viens d'avoir ma licence de psychologie. Odina vient d'Éthiopie, où son ethnie est régulièrement prise pour cible par le pouvoir. Dès que vous commencez à revendiquer vos droits, ils vous jettent en prison, ils vous tuent. Beaucoup d'étudiants sont tués, beaucoup de gens sont en prison. Quand j'ai su qu'ils allaient encore m'arrêter, j'ai fui mon pays. La semaine dernière, on a fait, sur les 4 soirs, on a fait à peu près 200 repas par soir. Et lundi, il y avait énormément de monde. Et il y avait beaucoup d'Érythréens. Ils nous ont expliqué qu'ils avaient réussi à financer leur billet de train et que du coup, ils partaient donc le mardi matin. Ils avaient des trains pour Paris et qu'après de Paris, ils essaieraient de rejoindre Calais pour partir en Angleterre. C'est des personnes qu'on ne va pas voir plus de 2 jours, 3 jours. Le maire de Nice, Christian Estrosi, a interpellé le ministère de l'Intérieur sur la situation. Il a refusé de répondre à nos questions. Début mai, il dénonçait l'installation d'un campement de fortune en plein cœur de la ville, devant les vitrines des commerçants. Pour nous, il n'y a pas de gros inconvénients. Le seul point qui me paraît néfaste, c'est l'image de marque pour les touristes qui arrivent, en particulier les étrangers. On a beaucoup de Nordiques, d'Américains qui débarquent sur Nice et leur première vision qu'ils ont, c'est effectivement ces gens qui attendent là sur le parvis de la gare. Les migrants viennent vous demander toute la journée les toilettes, un verre d'eau, un bout de pain, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à boire. Et ça nous exaspère parce que c'est pas une personne qui le fait, ils sont 200. Vous vous rendez compte ce que ça fait comme va-et-vient? C'est juste énorme. Mais depuis quelques jours, les migrants se font rares devant la gare de Nice. Il faut prendre la direction de l'Italie, à une trentaine de kilomètres, pour les retrouver. Ils marchent à rebours de la bien nommée route de l'Europe. On a des billets. Voilà, c'est nos billets. Ils ont été arrêtés à bord du Vintimille Nice. Ils venaient de franchir la frontière. 5 à 7 policiers sont arrivés, tranquillement. Ils m'ont dit « Passeport, s'il vous plaît ». Moi, pas de passeport. Ok, partez. Repartez en Italie. Ils retenteront leur chance. Au bord de la route, un jeune homme s'apprête à les suivre. Il vient de Centrafrique. J'ai traversé le désert tchadien pendant 3 semaines. Et après, la Libye. J'ai même fermé en prison en Libye 4 mois. Je voudrais la protection de la France. En tant que mineur, il aurait pu l'obtenir immédiatement. Mais les migrants arrêtés dans le train sont conduits directement à la Pave de Menton, à quelques mètres de la frontière, et renvoyés presque aussitôt vers l'Italie, d'un simple geste de la main. Ils franchiront la frontière seuls, à pied. Les policiers italiens ne viennent plus les chercher. Est-ce que ça a du sens de les laisser comme ça au bord d'une route, à plusieurs kilomètres de la première gare? Ça n'a pas de sens, parce que ce n'est pas efficace, tout simplement. Parce que ces migrants qui sont repoussés pédestrement jusqu'à la frontière ne font qu'une seule chose, c'est qu'ils reviennent. Pour éviter les contrôles dans les trains, certains passent désormais par la plage, la montagne, voire des chemins encore plus dangereux. On peut les ralentir, mais les arrêter, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, il est nécessaire qu'une décision européenne soit prise très rapidement. Là, il y en a d'autres qui arrivent apparemment. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les contrôles se sont encore renforcés. Après la visite, il y a 15 jours, de Manuel Valls et Bernard Cazeneuve. C'est le discours de fermeté, c'est dire, voyez, on fait quelque chose. C'est calmer, sans doute peut-être pour le gouvernement, nos responsables politiques locaux. Il paraît que M. Estrosi nous a annoncé qu'il y avait un petit Calais qui se montait sur Nice, qui nous le montre. Hein. Il est où ce petit Calais? Il y a personne n'a jamais vu le petit Calais ici. Personne. Il n'y en a aucun qui reste. Aucun. Qu'est-ce que la France peut faire pour eux, finalement? Pour faire pour eux? Ouais. C'est faciliter leur voyage et de traverser la France, mais ils sont obligés de traverser la France. Ils en ont déjà assez bavé. Hein. L'Europe ne renvoie pas chez eux ce que la guerre exile. Et malgré les contrôles, la France reste le plus court chemin vers l'asile dont ils rêvent, en Angleterre, en Allemagne ou en Suède.
Éric Ciotti, on a beau renforcer les contrôles, envoyer plus de forces de police, on peut les ralentir, mais pas les arrêter. Ce qui se passe à Menton, c'est dans mon département, et c'est moi qui ai demandé à Manuel Valls de venir il y a 15 jours se rendre compte sur place ce qui se passait. C'est une situation totalement aberrante, et elle est parfaitement décrite dans votre reportage. Chaque jour, environ 150 migrants sont interpellés, 1150 la semaine dernière. Et je parlais ce matin avec des policiers de la PAF qui me disaient les migrants qui sont arrivés ce week-end en Sicile, 5000, dans 3-4 jours, vont être à Menton. Et donc, il y a cette situation grotesque. Les migrants sont arrêtés. Il y a des compagnies de CRS, 2 compagnies de CRS qui travaillent sous tension au péage de la Turbie à Menton. Et immédiatement, ils sont raccompagnés, on les raccompagne même plus, les images le montraient, au pont Saint-Louis. Ils retraversent le pont Saint-Louis qui fait office d'ancienne frontière. Aujourd'hui, il n'y a plus de frontières. Ils repartent en Italie et ils reviennent. Et ils reviennent. L'Italie n'a pas fait de relevé d'empreinte. Quand je disais tout à l'heure qu'il y a une défaillance, parce qu'il y a des responsabilités, aujourd'hui, l'Italie, alors on peut estimer qu'elle est débordée, mais elle ne joue pas son rôle au regard des traités européens. Relevé d'empreinte ou pas, ils peuvent revenir. Enfin, oui, mais ils trouveront toujours un moyen de passer la frontière. Il n'y a aucune traçabilité, parce que les personnes repartent. Et elles reviennent, le contrôle est possible uniquement dans ce qu'on appelle dans la bande des 20 km. Donc à la gare de Nice, il n'y a déjà plus possibilité de contrôle. Et c'est vrai, votre reportage le dit aussi, les migrants ne restent pas aujourd'hui sur Nice, ils sont en transit vers l'Europe du Nord, vers Calais. Michel Vauzel parlait d'une communauté de la Méditerranée, c'est pas là où pour l'instant les migrants veulent rester, ils veulent aller là où il y a du travail, ils veulent aller en Allemagne. Et ils veulent aller en Grande-Bretagne ou en Suède. Donc aujourd'hui, la réalité, elle est là. Mais on ne peut plus rester dans cette situation ubuesque. Il faut que le traitement de la situation de ces personnes soit effectué dès leur arrivée en Italie. Et qu'il y ait des contrôles, des relevés d'empreintes, qu'il y ait une démarche juridique. Une fois qu'il y a les relevés d'empreintes, qu'est-ce qu'on fait? On les enferme pour qu'ils évitent de venir en France? Qu'il y ait des centres de rétention dès l'Italie où on examine leur situation juridique. Soit ils doivent bénéficier du statut de réfugiés politiques, et là, ils doivent aller dans le pays de l'Europe vers lequel ils souhaitent aller, soit ils n'ont pas le statut de réfugiés politiques, et ils doivent être reconduits vers le pays d'où ils viennent. Alors, je conçois que c'est compliqué, mais on n'a pas d'autre solution pour ceux qui sont arrivés en Europe. Mais après, la solution à long terme, elle passe par le développement en Afrique. On parlait de Jean-Louis Borloo avec son projet d'électrification. On va parler d'autres solutions. Là, une réponse de Michel Vauzel, et après on va parler des solutions préventives un peu et audacieuses. Non, mais on refuse de parler du problème méditerranéen. Je ne sais pas pourquoi, même au Quai d'Orsay, il y a la direction d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, et puis il y a l'Europe et l'Union pour la Méditerranée. Et au milieu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un espace où il y a cette communauté de destin. Non, mais la communauté de destin, on en a beaucoup parlé. Oui, non, c'est sur les mesures à prendre aux frontières. Non, parce que c'est avec nos partenaires maghrébins, égyptiens, proche-orientaux, turcs, et que nous devons essayer de résoudre cette question. Parce que c'est par chez nous que ça passe. Et donc, il n'y a pas de raison de laisser les Italiens, en les critiquant en plus, dire ils font pas ce qu'il faut, ou de dire les Tunisiens ou les Marocains ne font pas ce qu'il faut pour retenir les Noirs qui viennent d'Afrique noire. Donc c'est bien un problème qui doit être géré au niveau méditerranéen. Et si l'Italie n'a pas les moyens et est dépassée par le fait qu'il faut analyser chaque cas, je suis allé en Sicile évidemment, et à Lampedusa, on voit bien que les Italiens traitent bien les gens, ils ne les jettent pas à la mer. Et en plus, ils examinent chaque cas pour voir qui est réfugié. Non, ça ils ne le font pas. Si, ils le font. Au contraire. C'est pour ça qu'ils ne font pas les relevés d'identité, les empreintes. Ils font les relevés d'empreintes. Il y a eu des moments de suspension des relevés d'empreintes. Il y a même eu des cas dans certains centres où les migrants ont été forcés par la force à donner leurs empreintes, y compris des enfants et des femmes. Donc on ne peut pas dire que l'Italie ne fait pas les relevés d'empreintes. Périodiquement, elle suspend, effectivement, parce que certains... C'est là où l'Europe devrait être présente. On va parler d'autres solutions pour tenter de gérer cette immigration, parfois toutes simples, comme celle qui consiste à travailler avec les pays sources. C'est ce qu'a fait l'Espagne avec le Sénégal, Jean-Christophe Ruffin. Oui, par exemple, on reparlait de la crise des pirogues, effectivement. En réalité, l'Espagne s'est saisie du parapluie Frontex pour régler un problème qui la concernait seule, puisque les migrants partaient tous pour les Canaries, qui est un territoire espagnol. Et donc, ils ont établi un lien avec le Sénégal. C'était plus facile, évidemment, que la Libye, puisqu'il y a un État. Il
fonctionne. Mais ça, ils ne sont pas contentés de le faire avec l'État, ils ont été dans les communautés parce que beaucoup de ces migrants africains, en fait, quand ils partent, bénéficient d'une espèce de tontine, en fait, de coopération de leur village. Ils étaient financés par leur village. Voilà, certains villages ou certaines confréries, par exemple les mourides, etc., paient pour qu'un tel puisse partir, puis ensuite il travaille. Gagner de l'argent et renvoyer de l'argent. Il renvoie de l'argent. Et donc, il y a eu effectivement une analyse d'abord de ces filières, finalement, qui n'étaient pas d'ailleurs des filières tellement mafieuses. Là, en l'occurrence, c'était plutôt une sorte de solidarité pour faire partir tel ou tel et pour lui donner une chance à l'étranger. Et à partir de là, il y a eu en effet une coopération qui s'est établie avec le pays d'origine. Moi, je n'appelle pas ça payer le pays. Je pense que ça veut dire, d'une certaine façon, établir une coopération dans un but qui, effectivement, de façon indirecte, mais à la fois profite au pays et empêche, effectivement, la migration de gens qui viennent par désespoir. Mais moi, ce qui est frappant quand on vit dans un pays africain, c'est le nombre de jeunes qui vous disent « j'ai pas d'avenir ici ». Et pratiquement, ils veulent tous partir. Et plus ils sont diplômés, plus ils sont utiles à leur pays, et plus ils veulent partir. J'ai travaillé 2 mois l'année dernière comme ça au Burundi. Les médecins burundais qui sont plutôt très bien formés, et par la France d'ailleurs, enfin, une coopération avec l'université de Limoges, donc ils parlent français, etc. Tous, mais tous, rêvent de venir travailler ici. Vous voyez, donc, et c'est pas le but, je veux dire, qu'ils viennent en coopération, qu'ils viennent se former, etc. Très bien, mais ils ont besoin... On a besoin d'eux là-bas, vous voyez. Oui, je vais réagir. Oui, alors plusieurs choses. D'abord, effectivement, cette coopération a bien fonctionné. On a externalisé la frontière européenne vers le sud, donc on a fermé le canal d'entrée du Maroc vers l'Espagne. D'ailleurs, il n'y a plus de flux. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'à chaque fois qu'on en ferme un, il y en a un autre qui s'ouvre. Donc à un moment donné, il va falloir se poser la question de savoir si c'est cette politique qui est quand même extrêmement coûteuse en termes de moyens, qui est la bonne. Il y a des chercheurs qui s'interrogent depuis une trentaine d'années sur le fait que peut-être, si on ouvrait un petit peu des canaux légaux de migration, y compris non seulement pour les demandeurs d'asile, mais aussi pour des travailleurs, les choses se passeraient différemment. Un autre mythe avec lequel il faut rompre, je pense, c'est le fait que ce sont les moins fortunés, les plus pauvres qui partent. Si on aide ces pays à se développer, c'est très bien, mais on n'interrompra pas les migrations parce que justement, ces migrations, plus les pays sont développés, la France envoie autant de migrants à l'étranger que certains pays en voie de développement, même plus. La Grande-Bretagne envoie autant de migrants à l'étranger que l'Inde, par exemple, il faut le savoir. Donc c'est pas du tout évident que si on aide ces pays à se développer, il y aura moins de migrants. Au contraire. Et quelque chose qu'il faut voir aussi, c'est que si on développe des canaux légaux de migration, ces migrants, ces docteurs, ces migrants qualifiés, diplômés, non seulement on en a besoin en Europe, mais en plus, ils pourront également profiter à leur pays parce qu'à partir du moment où on est un migrant légal, on peut circuler. Et ce que les migrants ne peuvent pas faire aujourd'hui, les migrants qui arrivent en Europe, c'est rentrer au pays, repartir, faire des allées-venues, circuler comme le font les Européens, par exemple dans l'espace européen. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'il est très difficile d'accéder à un statut légal. Et que si on n'a pas de papier, on ne peut pas circuler. Donc on ne peut pas rentrer, on ne peut pas repartir, on ne peut pas circuler entre plusieurs pays. Par exemple, il y a des visas circulaires qui étaient promus par l'Europe, et ça, c'est pas mal. En France, il y a des visas circulaires qui permettent de partir, de revenir. Des visas multiples entrées. Ça, on a constaté qu'effectivement, quand les gens ont la possibilité d'entrer à plusieurs reprises, ils peuvent entrer et sortir. Quand vous avez eu beaucoup de difficultés pour avoir un visa à unique entrée, vous ne repartez plus parce que c'est beaucoup plus compliqué. Cela dit, votre discours est très séduisant, mais si on le pousse à l'extrême, ça veut dire qu'il ne faut pas développer ces pays et ouvrir tous les canaux de migration. Pas du tout. Moi, je ne vous parle pas de ces pays, je vous parle de la question migratoire et de l'Europe. Il n'y a pas d'ouvrir des canaux légaux de la migration. Plus un pays est développé, plus les gens ont envie de s'en aller. Et c'est pour ça qu'il y aura de plus en plus de migrants, parce que l'Afrique connaît une croissance exceptionnelle. Mais la plupart de ces migrants ne viennent pas en Europe. Parce qu'une autre loi qu'on observe dans les travaux sur l'immigration depuis très longtemps, c'est que ces migrants, ce qui les intéresse, ce n'est pas seulement le marché du travail, mais c'est aussi se rapprocher, être près de chez eux d'abord, et aussi trouver des prêts pour pouvoir revenir. Donc en fait, ils émigrent dans des pays limitrophes, et donc la plupart des migrants africains sont en Afrique. Vous avez l'ambiguïté. On ne peut pas dire qu'en élevant le niveau de vie de ces pays, qui va permettre aux gens de servir leur pays et de les placer dans leur pays. Alors s'ils partent pour trouver du travail. Franchement, bien sûr. Ceux qui partent ne sont pas les plus pauvres, on le sait. Et les gens ne partent pas des pays les plus pauvres. Écoutez, mais non, voir ce qui se bien passe.
sûr, on le sait. Il y en a aussi, on a vu qu'il y avait un peu de tout. Alors, vous avez tous parlé de Jean-Louis Borloo et justement de cette question. Bien entendu, il y a des gens extrêmement qualifiés S'il vous plaît, qui arrivent. S'il vous plaît, on a parlé de cette idée de coopération, de développement et d'électrification de l'Afrique, le grand plan lancé par Jean-Louis Borloo. On va l'écouter expliquer l'intérêt de ce plan. Le plus grand sujet pour les Français, c'est ce qui se passe en Afrique. Quand on sait que sans énergie, il n'y a pas d'eau potable, pas d'éducation, pas d'emploi, on continue la déforestation, évidemment qu'il faut un programme d'électrification. Et à l'inverse, si on ne fait pas, c'est pas de l'immigration que vous aurez, c'est pas quelques bateaux qui couleront en Méditerranée, c'est une submersion, car naturellement la jeunesse d'Afrique ira vers la lumière. Vous voyez bien que quand on voit ça, on voit bien que la jeunesse va aller vers la lumière. Et on voit bien qu'il n'y a plus qu'un petit lac et que c'est le même continent. Ariel de Sarnez, il faut investir dans l'électrification de l'Afrique, sinon la jeunesse des millions d'Africains vont déferler investir en dans le développement de l'Afrique. L'électrification en quelques années. L'électrification en partie, mais il faut aussi que les Africains le fassent. C'est aussi un enjeu pour eux, directement. Vous savez qu'aujourd'hui, la plupart des pays développés qui devaient donner le 0,7% du PIB à l'Afrique ne le font pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'on maintienne l'aide au développement, qu'on augmente l'aide au développement, qu'on aide peut-être aussi davantage les sociétés ou la société civile dans ces pays que les États très corrompus. C'est très important parce qu'on sait qu'il y a une grande partie de l'argent du développement qui part dans la corruption et ça ne fait pas du tout avancer les choses. Mais évidemment qu'il faut avancer sur le développement, ce que fait Jean-Louis, c'est très bien. En même temps, tout ce que nous avons dit là, la coopération, le développement, surveiller les côtes, repenser le droit d'asile et Dublin, créer des canaux légaux pour l'immigration économique, parce que je crois que c'est important, c'est une façon de lutter contre l'immigration illégale. Il y aura toujours des migrants qui chercheront du travail et il y a toujours aussi des employeurs qui, en Europe, cherchent des migrants pour le travail. Donc il faut aussi se dire les choses. Si on met tout ça en place, ne laissons pas croire qu'il n'y aura plus demain de migrants ou de migration. Non, ne le laissons. Non, mais c'est très important. Bien sûr. Mais enfin, ça fait ne quand le même laissons bien. pas croire. On peut. T'entends un peu parler de l'Afrique. Mais c'est très important de parler de l'Afrique. Mais je veux dire à Jean-Christophe Ruffin, il y a 15% de la population mondiale qui vit dans des pays riches. Donc vous n'empêcherez pas ceux qui vivent dans des pays pauvres, dans des pays en voie de développement, d'avoir envie d'avoir un autre horizon pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Alors il faut contrôler, il faut réguler, il faut améliorer, il faut faire tout ce qu'on doit faire, mais la mobilité des migrants en partie, ça va aussi avec le monde tel qu'il est aujourd'hui. Non, mais c'est pas le propos. Moi, il y a eu, on a connu la période hortefeux avec cette coopération pour éviter la migration, etc. C'est trop simple, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est toujours ce qu'on vient aujourd'hui. C'est pas mécanique. Oui, mais d'accord, mais ne disons pas au nom de ça que la coopération et le développement n'est pas la clé. Ça avait le mérite d'exister. Mais nous sommes d'accord, évidemment. Oui, mais bon, en tout cas, aujourd'hui, ça a disparu. On n'entend plus parler de ça du tout, c'est-à-dire de développement. Et je veux dire, moi, je suis content d'entendre Jean-Louis Borloo qui en parle et qui en parle, j'allais dire, au nom de tous, parce que, franchement, le discours public là-dessus est absolument... Enfin, l'Europe est quand même le premier donateur en Afrique. Donc, je veux dire, non mais remettons il y a pas de raison de politique qui ont emboîté le pas de Jean-Louis Borloo. Pourquoi sur l'aide au développement européenne, 3% sur l'eau et l'énergie. 3% à peine. En Afrique, le premier donateur au monde. Disons-le. Pour autant de bonne conscience, c'est pas une affaire de bonne conscience ou de mauvaise conscience, c'est une affaire de conscience. C'est normal de le faire. Non mais l'image que donne, pas à vous naturellement, qui êtes parfaitement au courant de ces situations, on a l'impression, vu du côté du populaire, qui ne suit pas de la même du peuple, qu'il y a une première barrière qu'il faut maintenir, qui va de l'Italie à la Grèce jusqu'à l'Espagne. Puis il y a une seconde barrière qui va nous permettre de refouler une Afrique qui est inquiétante parce que elle est foisonnante, elle a envie de monter vers le nord, d'aller vers la lumière. Et cette image est terrifiante. Et c'est là où véritablement l'Europe a une responsabilité de donner une autre image que cette double barrière. La première, c'est l'Italie et les pays latins, et puis la seconde, ça serait les pays du Maghreb et les pays d'Afrique du Nord. N'oubliez pas que l'Afrique, c'est un continent en croissance aussi. N'oubliez pas que dans certains pays africains, on a 10% de croissance, comme une chance et non comme en Éthiopie. Comme un rempart. Donc c'est gagnant-gagnant qu'on doit faire les choses entre l'Europe et l'Afrique. Il y a assez de murs encore de par le monde, et notamment en Palestine, pour qu'on en rajoute un en Méditerranée. Il faut repenser nos relations avec l'Afrique. On n'est pas
ceux qui doivent donner comme ça assistance. On doit recréer un partenariat. C'est pas l'idée de Jean-Louis Borloo de Je ne donner dis pas que c'est son idée du tout. Je vous dis qu'on doit repenser un partenariat différent pour les années qui viennent. Il y a une autre solution étudiée par un groupe de chercheurs réunis au sein de l'entité MobGlobe. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mobilité globale et gouvernance des migrations. C'est l'ouverture totale des frontières. Libre circulation des hommes sur le mode des biens. Des services, exactement. L'étude montrerait que cette ouverture n'entraînerait pas d'afflux massif d'immigrés. C'est ce que vous défendez en fait? Oui, c'est ce qu'on défend parce que de ce point de vue-là, l'Union européenne constitue un laboratoire extraordinaire. On n'a pas, globalement, avec la possibilité de circuler à l'intérieur de l'espace européen, assisté à un afflux massif de migrants dans les pays, de migration intra-européenne. La migration intra-européenne est très limitée. Il y a énormément de circulation, en fait. Donc les gens vont et viennent. Ils vont effectivement aller peut-être se former quelque part, aller travailler ailleurs. Et tout cela est un vecteur d'intégration énorme, d'ailleurs. Ça fonctionne très bien. C'est des pays de même niveau de... Bien entendu, bien entendu. Oui, vous n'y croyez pas. Non, c'est on l'a vu dans d'autres... C'est une utopie. C'est non seulement utopique. Et en plus, c'est une confusion très grande par rapport au type de gens à qui on s'adresse. Qu'on fasse ce raisonnement pour des gens qui ont été formés, pour des étudiants, en leur disant, facilitons leur possibilité. Moi, quand j'étais ambassadeur au Sénégal, j'ai fait ça beaucoup pour que les gens qui étaient portés à aller en France, etc., puissent le faire le plus facilement possible et partent et reviennent, etc. Ça, oui. Mais que vous ouvriez les frontières globalement comme ça, sans autre truc, entre des pays qui ont une telle différence de démographie en particulier, de culture, de niveau de vie, etc., c'est... Non, mais on peut faire des choses intelligentes. Par exemple, on a plein de métiers, je dis l'agriculture, qui demandent des travailleurs saisonniers 3 mois, 4 mois, ou des métiers sur l'année. On peut très bien faire ce que vous appelez les visas multiples. Non, mais c'est très important. C'est très important. C'est-à-dire qu'on donne, 3, 4, 5 mois, un visa de 3, 4, 5 mois sur 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et donc, vous venez 3, 4 mois, vous travaillez, vous repartez chez vous, et si vous repartez pas, évidemment vous devenez illégal, donc vous perdez votre job sur lequel il y avait une implication et une indication pour les années qui viennent. Et moi je crois que c'est une façon plus intelligente, de gérer l'immigration économique. Ça c'est pour des chefs d'entreprise, pour des universités. Pour toute la personne extrêmement qualifiée. Et moins qualifiée aussi. On va faire entrer Guillaume Darey. Bonsoir Guillaume, qui va nous rejoindre donc pour faire un point sur les réactions à vos échanges sur les réseaux sociaux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, au reportage notamment qu'on a vu tout à l'heure d'Alice Gauvin dans la région de Nice et de Menton. Beaucoup de réactions aussi au sujet de la communauté internationale et du rôle. Certains téléspectateurs considèrent que la communauté internationale ne joue pas réellement son rôle justement dans ce débat autour des migrants. L'afflux de migrants d'Irak, de Syrie n'est que le résultat de l'échec de la communauté internationale à intervenir face à Daesh. C'est ce que dit ce téléspectateur, Nicolas Quadrado. Il y a des doutes aussi sur l'efficacité très clairement de l'Europe. On oublie peut-être un peu vite que les institutions de l'Union européenne ne permettent sans doute pas d'avoir une politique migratoire unique et commune, ce que disent beaucoup de téléspectateurs ce soir. Demandent aussi d'autres opérations. Frontex, Triton ont montré leur faiblesse. Il faut une opération Mare Nostrum d'envergure européenne. Évidemment, beaucoup de téléspectateurs qui vous ont entendu ce soir soulignent aussi la détresse de ces migrants, expliquent qu'il faut évidemment leur porter secours, que ça serait une atteinte à la vie de ne pas le faire. Pour Mehdi Ouraoui, qui est un responsable socialiste, regardez, il dit « Arrêtons d'agiter les peurs. L'Union européenne demande à la France d'accueillir 13 personnes par jour. Ce n'est pas une invasion, c'est la solidarité. » Et puis une question que vous n'avez pas évoquée dans le débat, mais dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, celle, on se rappelle d'une campagne très forte de la part de l'Australie à l'égard des migrants. Où on voyait un militaire australien qui disait « Vous ne ferez jamais de l'Australie votre maison, ce ne sera jamais chez vous. » Peut-être vous qui êtes spécialiste, est-ce que c'est efficace ce type de campagne? Est-ce que ça marchait ou pas? Alors, on en a un petit peu parlé. C'est le dommage collatéral, c'est effectivement c'est le fait de baser ce type de campagne, enfin ce type de politique plutôt, pas seulement la campagne, sur la détention, sur la détention des migrants dans des pays tiers. Donc c'est ce que fait aussi en partie l'Union européenne. On avait parlé avec vous sur un autre plateau. Le propos est scandaleux sur le plan moral, à dire vous ne serez jamais ici chez vous, cassez-vous, mais c'est effrayant. Puis de la part d'un pays comme l'Australie. Surtout un pays comme la France et un pays comme une région comme la Provence, où on est tous italiens, espagnols, maghrébins. Méditerranéens. Cette générosité, elle est quelque part très dangereuse, parce que vous, encore une fois,
vous enfermez vos sentiments dans cette générosité. Il n'y a pas Je d'un l'enferme côté, pas, au contraire. il n'y a pas d'un côté les méchants qui n'ont pas De de cœur. cœur, et puis ceux qui ouvrent les bras. Je crois qu'aujourd'hui, votre message, il est dangereux. Je vous le dis très clairement, avec tout le respect que je vous dois. Ce message, il est extraordinairement dangereux parce qu'il va générer des drames. L'Australie a mis fin à ces drames. Vous Je pouvez ne suis pas un critiquer, Australien. vous pouvez dire que c'est inhumain. Vous me détestez. L'Australie n'est pas une dictature, que je sache. Non, mais c'est c'est- une grande démocratie, Oui. et je crois qu'elle utilise des Un grand méthodes pays, légales surtout, sans beaucoup et de qui ont monde. évité des milliers de morts. Alors si vous voulez qui qu'on exporte son continue problème chaque d'immigration. année à avoir cette augmentation des milliers de morts, vous continuez cette politique. Guillaume Darret, encore Beaucoup de gens aussi ont parlé de la coopération, du développement, du rôle important justement à développer l'économie dans ces pays pour éviter qu'il y ait davantage de migrants qui viennent en Europe, en France, et que certains puissent effectivement se développer dans leur pays. Et puis un dernier point pour vous, Monsieur Ruffin. Est-ce que vous savez qui c'est Annick Girardin? Ah bah oui, c'est la ministre de la coopération, c'est Ben ça voilà. Non, ben voilà, c'est le nom que je cherchais. Voilà, Annick Girardin, c'est donc la secrétaire C'était dans d'État le au journal, développement et à la moi. francophonie auprès de Laurent Fabius. C'est donc elle qui est en charge de la coopération. Je croyais que vous vouliez nous poser une colle, en fait, Jean-Christophe Ruffin. Merci à vous tous d'être venus débattre sur notre plateau. Je précise que vous pouvez trouver des articles très intéressants sur la revue Le 1, justement, dans lequel vous signez un article qui est consacré au sujet des migrants et avec lequel nous avons travaillé. Elle est toujours disponible sur le site Internet.